Bonjour, dans cette séquence vidéo, on va donc continuer la transfert en ondelette. On a vu en séquence précédente l'introduction de la transfert en ondelette, à quoi elles servent. On a montré l'intérêt des variables A et B et des variables J et K quand on passe en variables entiers. Et donc, on a vu que J était la résolution, K était donc les indices qui permettent finalement de placer dans une résolution les différentes fenêtres. On va en pratique maintenant montrer que la transformation en ondelette se met en œuvre avec l'utilisation de filtres FIR, filtre à réponse impulsionnelle finie. On va donc se prendre un filtre passe-bas, un filtre passe-haut, et vous allez voir que tout va pouvoir se faire. Donc, ce que j'appelle l'analyse multirésolution peut être fait en utilisant des séquences qui utilisent, chaque séquence utilisant un filtre passe-bas, un filtre passe-haut. Donc, on va regarder ça ensemble. Je vais couper la vidéo. Donc, on va, pour ce faire, en fait, l'idée, l'objectif, c'est vraiment de ne pas utiliser, de ne pas calculer tous ces coefficients-là un par un, les coefficients de détail qu'on a vus, hein, les DJK, c'est-à-dire les coefficients d'ondelette, résolution par résolution. Donc, on va les calculer en utilisant, donc, en mettant en œuvre des cascades ou des étages de filtrage. Alors, on va donc se prendre un signal S. On va donc prendre un filtre passe-bas et un filtre passe-haut qui sont complémentaires. Vous voyez, donc ici, on a la fréquence égale 1 sur 2, c'est la fréquence normalisée. Donc ça veut dire ici, on a la fréquence max. Si on les pile à la fréquence de Shannon, je vous rappelle que la fréquence de Shannon, à la limite, c'est la fréquence d'échantillonnage égale 2 fois la fréquence max. Donc on va faire l'hypothèse qu'ici, on est à 2 fois la fréquence, ici on est à F max, d'accord? C'est la fréquence la Fmax, donc la fréquence d'échantillonnage sur 2. Donc on se prend un filtre passe-bas qui récupère la moitié de la largeur de bande du signal S, et l'autre récupère l'autre moitié. Autrement dit, c'est comme si on a divisé la largeur de bande par 2. Or, la fréquence d'échantillonnage de départ, l'original, a été fait pour avoir une visualisation sur l'ensemble de cette bande. Mais on n'en a plus besoin puisqu'on a maintenant que la bande moitié à visualiser. Donc on peut, en théorie, dire, mais tiens, ce n'était pas la peine d'échantillonner aussi vite. Donc pour ce signal-là qui sort après le filtre, ici, on peut très bien avoir une fréquence d'échantillonnage 2 fois plus petite. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle on va donc faire un sous-échantillonnage ici, obtenir finalement un signal avec 2 fois moins de points, donc une fréquence d'échantillonnage 2 fois plus petite, mais ce n'est pas grave, ça assure quand même la visualisation de la moitié de cette bande ici, donc on n'a rien perdu de l'information. La même chose pour le filtre passe-haut, la largeur de bande est de moitié, donc je peux sous-échantillonner par 2 et obtenir une information où on n'a pas eu de perte d'information. Donc si on prend par exemple ici 32 points, vous allez avoir ici 16 points, 16 points, et l'information originale est préservée, on n'a pas de perte d'information. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé un étage de filtrage complémentaire, passe-pas et passe. Donc on va utiliser ces filtres pour obtenir les coefficients d'ondelette que nous avons vus à la séquence précédente. Donc avant d'aller plus loin, donc de bien expliquer ce transparent ou cette slide, je vais donc partager un écran blanc pour pouvoir dire quelques mots sur un certain nombre de conventions qu'on va donc appliquer. Voilà. Donc ici, alors quelques conventions qu'on va donc utiliser. Donc ce qu'on a, donc imaginons par exemple que vous avez un signal X de n, donc X de n étant un signal donc échantillonné, hein, d'accord. Voilà, avec n ici, un certain nombre d'échantillons, etc. D'accord. Mais au départ, finalement, c'est un signal qui était un signal continu, que quelqu'un a échantillonné pour avoir un signal discret.
par exemple sur 1024 points. OK, donc quelqu'un a choisi la fréquence d'échantillonnage qui est bien adaptée pour obtenir ce signal discret. Donc, X de t, donc on a un certain nombre, on a une perte d'information, puisqu'on n'a plus le signal original, on a un signal qui est discret sur 1024 points. Et on peut très bien voir ça comme quelqu'un qui a fait donc une projection, X de t était dans un espace très très grand, et on a fait une projection de X de t pour obtenir ce X de n avec cet espace-là, ce sous-espace hilbertien de 1024 points. D'accord, 1024 points, 24 dimensions plutôt, parce que donc finalement, si un signal discret, qu'est-ce que c'est? Un signal discret, c'est un vecteur avec 1024 points. C'est comme si on considère que c'est un vecteur avec 1024 coefficients ou 1024 coordonnées. Donc on est bien dans un espace de 1024 dimensions. Donc on va prendre cette convention-là et qui va être la suivante. Donc si quelqu'un, donc au départ, c'est souvent ce qu'on a, on a donc des signaux discrets à notre disposition qu'on appelle le signal original. Donc on n'a que ça, parce que le signal a été discrétisé. Si vous prenez un signal audio, un signal de parole, donc vous avez un signal discret avec un certain nombre de points. Donc si un signal discret, on le prend et il y a 24 points là-dessus, donc on va dire la chose suivante. S'il y a 1024 points, ça veut dire que je suis dans un... on sait qu'on a 2 puissance 10 égale 1024. Et donc, on va pouvoir dire, tiens, la résolution de mon signal est de 10, parce que 2 puissance 10 égale 1024. Donc, on est en résolution 10 et nous avons K, comme on a vu, K qui varie de 0 à 1023. Donc, nous avons 1024 points dans ce sous-espace-là dans lequel on a défini X de n. Donc, on va le noter également, puisqu'on a dit que c'était finalement ici une projection, d'accord? On peut voir ça comme une projection orthogonale, comme on l'a vu avec le théorème de projection. Donc, on va utiliser cette notation-là. Donc, on va dire c'est finalement, qu'est-ce que c'est que X de n? C'est la projection du signal X de t sur un sous-espace vectoriel de dimension 1024, de résolution 10. D'accord? Donc ici, vous avez un système interdimension, et donc on peut très bien dire que ici, notre résolution est de 10. Voilà donc la notation qu'on va utiliser dans le transparent. Et donc je reviens maintenant à ce transparent pour continuer. Donc, dans ce transparent, vous avez, maintenant, on va prendre donc l'exemple avec P5 de X. Donc, P5 de X, maintenant, on sait ce que c'est le signal X qu'on a projeté dans un sous-espace à la résolution J égale 5. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons 32 points, 2 puissance 5. Vous avez un signal discret de 32 points ici. D'accord? On va donc faire un filtrage passe-bas et un sous-échantillonnage. Donc, on va retrouver un signal ici de 16 points, puisqu'on a sous-échantillonné par 2. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ici on appelle ça P4? Ici, quand on fait du filtrage passe-haut, on obtient aussi 16 points, mais pourquoi on appelle ça Q4 de X? Qu'est-ce qui distingue ces deux choses-là? Alors, on peut voir ça, le filtrage passe-bas, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de moyenneur glissant. Donc, c'est pour avoir une approximation de ces signaux-là avec un peu moins de détails, avec un peu moins de soubresauts, des petits détails qui disparaissent. Donc, voilà. Donc, on peut voir P4 de X comme une approximation de P5 de X dans la résolution plus petite J-1. Et quand on fait une projection sur orthogonale sur un sous-espace, d'accord, en route, on perd des choses. On a vu ça en termes de projection. Qu'est-ce qu'on perd? On perd les détails. Alors, les détails qu'on va perdre, ce sont justement, ils sont ici représentés par Q4 de X. Donc, quand on fait un filtrage passe-haut, c'est pour détecter les variations rapides, donc les petits détails, les petits régimes transitoires.
Voilà. Donc ici, on a un signal approximant à la résolution J-1 et ici, on a un signal de détail à la résolution J-1. Qu'est-ce qu'on a fait avec ce filtrage, cet étage de filtre là, à 2? On est finalement passé d'une résolution J à une résolution J-1. Vous voyez qu'on est en train de faire de l'analyse multirésolution. Alors maintenant, si on place ces points-là dans un plan temps-fréquence, ici, vous avez le temps et ici, vous avez les fréquences. Je vais le mettre en pointeur laser. Donc, le P4 de X va se retrouver dans la bande passante, donc vous voyez, dans la moitié de la largeur de bande du signal P5 de X, et Q4 de X, tous les coefficients, les 16 coefficients temporels que nous avons là, vont se retrouver sur la largeur de bande qui se trouve dans les HF. Donc, on a bien commence à, vous voyez que maintenant vous commencez à voir apparaître un peu ce qu'on a vu à la séquence précédente, cette décomposition temps-fréquence qu'on souhaite obtenir à la fin pour avoir les différentes résolutions. Bon, on commence à voir apparaître, en tout cas pour les 16 points que nous avons ici, nous avons bien maintenant les 16 points ici pour J égale 4. Donc on est en résolution 4, on a les détails à la résolution 4. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous allez voir que dans l'étage, on peut donc appliquer un autre étage de filtre sur P4 de X, comme on voit sur le transparent suivant ici. Donc, les détails, on les laisse tranquilles, et les P4 de X, on redivise ça en deux sous-bandes. Vous voyez, P3 de X, ici, dans les BF, et Q3 de X dans la bande ici du milieu. On a donc les détails à la résolution J égale 8. Donc, vous voyez bien que je peux de nouveau décomposer P3 de X pour avoir P2 de X, pour avoir encore une fois ensuite P1 de X jusqu'à P0 de X. P0 de X veut dire quoi? Je suis à la résolution 0, ça veut dire que je n'ai plus qu'un seul point calculé. Si on va jusque-là, on ne peut plus aller plus loin. Vous voyez qu'on peut aller de P5 à P0 en appliquant 5 étages de filtre et on obtiendra, si on le faisait, on obtiendrait exactement ce qu'on voit ici dans ce plan temps-fréquence où on a les différentes résolutions. Ici, vous avez la résolution J égale 1, J égale 0 avec un seul point, J égale 1, J égale 2, J égale 3 et J égale 4. On a donc bien obtenu, en appliquant 4 ou 5 étages de filtre, on obtient tous les coefficients qu'on souhaitait calculer, qui sont donc des coefficients DJK qu'on avait vus à la séquence précédente ici. Voilà. Donc ça, c'est pour la décomposition. Regardons maintenant sur un vrai signal, bon, bien que ce soit un signal un peu préfabriqué, hein, on a donc ici un signal discret. Alors c'est un signal discret, mais là, on avait une interpolation. Donc, voilà, on a 1024 points. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, notre convention, maintenant, c'est clair. Quelqu'un vous donne un signal discret à 1024 points. Pour nous, c'est un signal qui est représenté dans un sous-espace hilbertien de 1024 dimensions, ce qui est 1024 points. Chaque point correspond à une coordonnée dans cet espace, et la résolution de ce sous-espace est de 10. Voilà. Donc ça, c'est la résolution. Ça veut dire, plus la résolution est forte, plus on a de points sur le signal. Là, il y en a 1024, donc la résolution est de 10, mais c'est notre signal original. On n'a pas mieux. On va donc décomposer ce signal donc je n'ai pas remis ici les étages de filtre, mais voilà le passe bas et sous-échantillonnage, passe haut et sous-échantillonnage. Vous avez un signal ici qui est obtenu à J égale, donc résolution J égale 9, 512 points seulement. Vous voyez maintenant pourquoi ça s'appelle une approximation. C'est bien un signal approximant par rapport à cet original. Et qu'est-ce que représente QJ-1 de X? Ici, c'est Q9 de X. Ce sont les petits détails qui sont quand même importantes. Hein. Là, on perd quand même des HF, d'accord, c'est de la vraie information qui est contenue dans ces détails-là. On peut continuer à décomposer P9, ici pour obtenir P8 de X, Q8 de X, avec encore une fois, vous voyez, quelque chose qui approxime très bien le signal original. Après deux filtres, passe bas, et ici, on a les détails à la résolution 8, et on peut continuer jusqu'à P0 de X, c'est-à-dire qu'on peut appliquer 10 étages pour aller jusqu'à la résolution J égale 0. Donc vous voyez maintenant qu'on est vraiment en train de faire une analyse multirésolution. Ici, j'ai voulu montrer avec ce transparent, c'est un peu différent. Ici, je représente uniquement l'axe des fréquences, et c'est simplement pour vous montrer que
finalement, ce qui est important, ce n'est pas les P, J-1 ou J-2, parce qu'ils ne sont pas utilisés réellement, ils sont tout le temps décomposés. Ce qui est par contre utile, c'est de voir où se retrouvent les détails qui, eux, chaque fois, on les garde. Vous voyez que les détails QJ-1, ça correspond à la largeur de bande la plus forte en fréquence, QJ-2, QJ-3, QJ-4, et on garde bien sûr la dernière approximation qui est toujours dans le sous-bande, on appelle ça des sous-bandes évidemment, dans la sous-bande la plus basse fréquence. Donc ça c'est une analyse jusqu'à niveau J-4, quel que soit J au départ. On peut maintenant faire la reconstruction. Là, on a analysé, on peut reconstruire. Et vous allez voir que, en utilisant ce schéma hyper simple, suréchantillonnage passe bas, sur l'approximant, suréchantillonnage passe haut sur le détail à Q3 de X, on peut obtenir en faisant la somme P4 de X de manière parfaite, etc. Donc on peut reconstruire parfaitement le signal original qu'on a décomposé. Donc là, on est en présence d'un aller-retour. Donc on fait de la transformation en ondelette, on fait une analyse multi-résolution jusqu'à la résolution qu'on veut, J-3, J-4, et on peut revenir à tout moment pour obtenir le signal original qui est donc du départ. Voilà. Donc, ce qu'on a vu ici, hein, donc j'arrête ici la vidéo. Ce qui est important de voir ici, c'est que dans la pratique, quand on va faire du MATLAB, quand on va faire donc, la transformation en ondelette, en pratique, on va donc appliquer du filtrage passe bas et passe haut. Alors, ce sont des filtres qui sont des filtres pas cardinaux, des filtres un petit peu